La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Monsieur François Sauvadet visant à reconnaître le vote blanc aux élections. La parole est à Monsieur Alain Vidaliste, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Oui, ça me surprend, Monsieur le ministre, mais ce que j'avais dans ma feuille, mais je pense qu'elle n'a pas été mise dans le bon sens. Je vais donc vous donner la parole. Monsieur Sauvadet, vous savez, moi je prends bêtement le dossier. Je crois qu'on va commencer dans l'ordre. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. On va remettre ça dans le bon ordre. Ça paraît plus cohérent. Ça arrive que les dossiers de temps en temps soient mis. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir redonné tout son sens au terme Bien sûr. proposition de loi. Bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, la reconnaissance du vote blanc n'est pas une question nouvelle, loin s'en faut. Vous le savez tous, elle est régulièrement évoquée par plusieurs associations, par de nombreux citoyens qui souhaiteraient bénéficier d'une reconnaissance de leur expression civique. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, dans sa circonscription, est régulièrement saisi de questions d'électeurs, s'étonnant que leur bulletin blanc ne soit pas distingué des votes nuls. Et vous conviendrez, mes chers collègues, qu'il est quand même troublant au XXIe siècle, à l'heure où l'on scrute de plus en plus finement l'état de l'opinion et les comportements électoraux, que nous ne puissions pas connaître l'ampleur exacte du phénomène du vote blanc, puisqu'il est assimilé à un vote nul. J'ai donc regretté que M. Lionel Jospin, qui a récemment remis un rapport sur la rénovation de la vie publique, fasse l'impasse sur cette question qui nous tient particulièrement à cœur, pas simplement, je pense, au groupe UDI, mais aussi dans l'ensemble des groupes politiques de cette Assemblée. Pourquoi ça nous tient à cœur? Tout simplement parce que cette reconnaissance participe d'un renouveau démocratique, pour reprendre le titre même du rapport de M. Jospin. C'est simplement reconnaître le droit à chacun de ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique d'être reconnus pour son vote et qu'il soit identifié. Il s'agit d'ailleurs d'une demande largement plébiscitée par nos concitoyens, parce qu'il se trouve que juste au moment où on examinait en commission cette proposition de loi, le Nouvel Observateur, pour ne pas le citer, réalisait un sondage, donc c'était juste il y a une semaine, qui indiquait que pas moins de 69% des Français estiment qu'il est nécessaire de reconnaître enfin le vote blanc aux élections. C'est une question qui n'est pas nouvelle, qui a trouvé un écho au sein de nos assemblées parlementaires, puisque législature après législature, vous le savez tous, de nombreux groupes et de nombreux députés ont déposé des propositions de loi visant à reconnaître le vote blanc. Avant de présider d'ailleurs la commission des lois, Monsieur le Président Jean-Jacques Urvoas avait déposé lui-même d'ailleurs une proposition de loi en février 2012. Et l'une de ces propositions, vous le savez mes chers collègues, a d'ailleurs été adoptée en 2003 par l'Assemblée nationale, celle de Jean-Pierre Abelin, mais elle n'a jamais terminé sa navette. J'en étais d'ailleurs l'un des signataires. Il s'agissait déjà à l'époque d'une proposition de loi défendue par le groupe UDF. Et dès cette époque, j'avais regretté, je m'en suis entretenu avec le président Urvoas, j'avais regretté que cette proposition de loi ait été modifiée par rapport à son contenu initial, puisqu'elle s'en est tenue, cette PPL qui avait été adoptée, à un décompte séparé des votes blancs sans les inclure dans les suffrages exprimés. C'est précisément sur cette question d'inclure ou non les votes blancs dans les suffrages exprimés que se sont à nouveau cristallisées nos discussions en commission et qui a abouti d'ailleurs au rejet de la proposition de loi telle que je l'ai présentée au nom du groupe UDI. Le texte que je vous ai présenté, que je vous ai proposé, est clair. Il prévoit non seulement une reconnaissance juridique, enfin une reconnaissance du vote blanc, distingué du vote nul, mais il prévoit aussi d'en donner un contenu juridique avec notamment la comptabilisation dans les suffrages exprimés. Alors j'ai bien entendu les résistances des uns et des autres sur les conséquences politiques et sur les conséquences juridiques que pourrait comporter la comptabilisation du vote blanc dans les suffrages exprimés. D'abord, je pense que dans les référendums, même si nous avons là un point de vue différent, Monsieur le Président de la Commission, je pense que dans les référendums, ça aurait vraiment un sens qu'on puisse comptabiliser dans les suffrages exprimés le vote blanc. Bon, d'abord parce que le vote blanc, c'est aussi le fait de considérer qu'en allant voter, on ne se reconnaît pas, en tout cas la question telle qu'elle est posée ne paraît pas opportune. Alors j'ai bien entendu l'argument que vous avez développé, Monsieur le Président, puisque vous avez indiqué que l'addition des votes blancs et celle des votes non suffirait à rejeter la question posée, alors même que les non n'auraient pas obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés. C'est un argument qui a sa validité et que je peux entendre, Monsieur le Président. Pour les élections, les autres élections, enfin pour les élections, puisqu'on vient de parler du référendum, l'intégration des votes blancs dans les suffrages exprimés n'aurait pas de conséquences déterminantes, selon moi, lorsque le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle. Tout au plus faudrait-il regarder les effets de seuil, puisque ce sont les effets de seuil qui conditionnent l'accès au siège ou la possibilité notamment de fusionner les listes entre le premier et le second tour. Je pense notamment là aux élections régionales. Alors c'est vrai que c'est surtout pour les élections au scrutin majoritaire que la prise en compte des votes blancs aurait des conséquences. D'une part, ça a été évoqué en commission, il est incontestable que cela changerait la donne pour l'élection au premier tour, du fait de la nécessité de réunir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu dès ce premier tour. Au second tour, qui se décide à la majorité relative, certains ont avancé dans les discussions, et lorsque j'ai rencontré des constitutionnalistes, que les votes blancs, un jour, pourraient se trouver être plus nombreux que les votes en faveur du candidat le mieux placé. Très franchement, je ne vois pas bien ce qu'en serait la conséquence. Et en tout cas, c'est un argument assez irréaliste, mais enfin, il est évoqué. Donc, je me faisais un devoir de l'évoquer comme rapporteur de cette proposition de loi. En tout cas, une chose est sûre, reconnaître le vote blanc comme un suffrage exprimé participerait de cette reconnaissance d'un choix démocratique, d'un choix politique. D'ailleurs, vous observerez dans le rapport, et je vous y rends attentif, que c'est un véritable choix politique qui est manifesté par nos compatriotes. On l'observe notamment dans les seconds tours. C'est au second tour que, lorsque l'offre se réduit, naturellement, que les votes blancs et nuls sont les plus importants. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le rapport, donc je tiens simplement à le rappeler. La seule vraiment difficulté juridique que je vois, c'est pour l'élection présidentielle, puisque l'article 7 de la Constitution dispose que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. En intégrant les votes blancs au suffrage exprimé, il serait possible qu'un candidat arrivé en tête au second tour, pour le second tour, ne dispose pas de cette majorité absolue. Cette situation est d'ailleurs bien réelle, puisque j'ai regardé les situations sur les élections des présidents de la République. D'ailleurs, il aurait été intéressant d'avoir un décompte précis des votes blancs lors de la dernière élection présidentielle, puisque quand on regarde les choses, d'ailleurs, il n'était pas le seul, le président Hollande, dans ce cas. Hein, j'entends bien ce que vous m'aviez dit, Monsieur Urvoas, Monsieur le Président. Il n'est pas le seul, mais en tout cas, il n'a pas réuni la majorité absolue des votants si on y intégrait les votes blancs, puisque, non pas seulement, 48,6% des citoyens ayant déposé un bulletin dans l'urne ont choisi Monsieur François Hollande, qui a en revanche obtenu 51,6% des suffrages exprimés. Ça veut dire que là, nous avons eu pour cette élection 5,8% des votants qui ont mis un blanc ou un nul. Et il faut remonter à l'élection de 1969, vous vous souvenez, entre le choix entre bonnet blanc et blanc bonnet, pour trouver un chiffre supérieur, qui était de 6,4%. Mais en tout cas, en nombre d'électeurs, ce sont 2,1 millions de citoyens qui ont voté blanc ou nul au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012, qui constitue un record de toutes les votations. Alors, pour surmonter cette difficulté, on le voit bien, seule une révision constitutionnelle permettrait de dépasser cet obstacle issu de l'adoption éventuelle d'une proposition de loi qui irait jusqu'à reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé. Bon, si on le voulait vraiment, mes chers collègues, c'est un obstacle qui pourrait être surmonté, puisque certaines dispositions du rapport Jospin devront faire l'objet d'un projet de révision constitutionnelle, offriront au Parlement l'occasion donc de se saisir éventuellement de cette question. Mais mes chers collègues, l'enjeu est clair et je vais l'exprimer très simplement devant vous tous. J'ai bien compris de nos débats en commission que si le vote blanc est comptabilisé dans les suffrages exprimés, la proposition de loi ne serait pas adoptée par la majorité de cette Assemblée. J'ai bien compris aussi que si le vote blanc est comptabilisé distinctement des nuls et que c'est donc hors suffrage exprimé, un consensus pourrait alors se dégager. Eh bien, écoutez, mes chers collègues, après avoir discuté de cette question avec mes collègues de l'UDI, nous avons décidé d'avancer. Alors, j'entends bien les associations qui voudraient qu'on aille dans la voie du renoncement avancé sur la distinction entre blanc et nul au motif que ce serait enterrer le sujet. Écoutez, franchement, il faut savoir ce qu'on veut. Nous savons ce que nous voulons. Nous avons posé ce principe de la reconnaissance du vote blanc distingué et qu'on puisse annexer
ce résultat dans le procès-verbal des élections afin que nul n'en ignore. C'est une avancée, en tout cas, et après avoir évoqué cette question, nous souhaitons avancer et donc qu'on puisse distinguer le vote blanc des nuls et qu'on annexe le résultat au procès-verbal. Cette situation, d'ailleurs, mettra un terme à ce que je crois être une anomalie juridique. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les votes blancs, alors que ce n'est pas le cas, puisqu'ils sont confondus avec les nuls, donc dans les opérations de l'isoloir traditionnel. Donc, en conclusion et en plein accord avec mon groupe, j'ai donc déposé un amendement, mais je crois que le groupe socialiste a déposé le même, alors ce qui montre bien que nous avons la volonté d'avancer, et un amendement visant à ne comptabiliser, visant à distinguer les votes blancs des nuls, mais en tout cas à ne pas les comptabiliser dans les suffrages exprimés dans un premier temps. C'est d'ailleurs la position défendue par certains constitutionnalistes que j'ai longuement rencontrés dans le cadre de mes travaux, notamment celle de Guy Carcassonne. Nous avons pris cette décision parce que nous pensons que voter blanc, ce n'est pas comme voter nul, que finalement, il faut que nous ayons aussi à l'Assemblée l'humilité de reconnaître qu'un citoyen peut ne pas se reconnaître dans l'offre politique qui lui est proposée et que cette manifestation qu'il ne s'y reconnaît pas par un vote blanc, c'est un acte aussi politique, un acte citoyen qu'il faut simplement avoir l'humilité et la responsabilité de reconnaître. Donc je vous propose d'opérer cette distinction claire, parce qu'évidemment, un vote nul relève d'une irrégularité constatée sur le vote, alors que le vote blanc est une manifestation politique, ce qui permettra d'ailleurs d'éviter à certains de se réfugier soit dans l'abstention, c'est-à-dire de considérer qu'il n'est pas utile d'aller voter compte tenu de son vote n'est pas reconnu, et puis ça évitera peut-être aussi à certains d'aller chercher dans les extrêmes l'expression d'un mécontentement durable ou passager. Voilà, mes chers collègues, ce que je vous propose, et je vous remercie en tout cas d'être venus nombreux pour cette proposition. Merci, Monsieur Sauvadet. Alors cette fois-ci, la parole est bien à Monsieur le ministre en charge des relations avec le Parlement. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les parlementaires, la reconnaissance du vote blanc dans la pratique du suffrage universel est une vraie question. Elle est significative de l'importance que l'on accorde aux élections dans une démocratie représentative. Cette revendication de la reconnaissance du vote blanc est ancienne, mais curieusement, elle n'a jamais été satisfaite. Elle est portée par un certain nombre d'associations, d'ailleurs, et de collectifs citoyens. Plus étonnant encore, cette reconnaissance n'a jamais fait l'objet d'un débat parlementaire approfondi avant 2003, alors même que de nombreuses propositions de loi sur ce thème sont régulièrement déposées par des députés et des sénateurs de tous groupes politiques d'ailleurs. Songez que les premières propositions, le premier débat, remontent à 1880. Ce débat républicain est très ancien, comme le connaît parfaitement le président Jean-Jacques Urvoas, et puise son origine dans les débuts, certains diront dans les tréfonds, de la Troisième République. Mesdames et Messieurs les députés, le vote blanc a une valeur contestataire et sa croissance inquiète. Il heurte la conception traditionnelle du suffrage, selon laquelle les élections doivent permettre de sélectionner les responsables publics. Mais cette conception est parfois réductrice. Dans une démocratie, le droit de vote doit également permettre aux citoyens d'exprimer leur opinion. Dans ce contexte, la problématique et l'alternative peuvent être formulées dans des termes très simples. Vaut-il mieux reconnaître le vote blanc comme une forme d'exécutoire civique et élargir ainsi, de fait, l'offre politique, ou bien encore encourager une expression protestataire nettement plus périlleuse pour notre démocratie représentative? Je voudrais rappeler à titre liminaire qu'en dépit de nombreuses critiques sur ce qui est considéré souvent dans l'expression commune comme une anomalie de la démocratie française, en réalité, la France
est loin d'être le seul pays à ne pas admettre le vote blanc, même si une majorité de l'opinion, selon un sondage, y semble favorable. En Europe, seuls 3 pays reconnaissent ce bulletin vierge. Tout d'abord, la Suisse, qui comptabilise les bulletins blancs au premier tour des élections au scrutin majoritaire. Ce n'est pas le cas lors des seconds tours, où la majorité relative est appliquée. De son côté, l'Espagne, si elle considère le vote blanc comme valide à tous les scrutins, refuse que ceci soit traduit en sièges, cela alors que toutes les élections de représentants sont à la proportionnelle. Et enfin, la Suède ne reconnaît le vote blanc que dans certaines circonstances, et notamment pour les référendums. Une réforme de notre droit électoral permettait toutefois de reconnaître les électeurs dans leur diversité et de mieux prendre en compte l'expression de leur volonté. Le recensement du vote blanc constituerait un indicateur d'insatisfaction utile pour les partis politiques, un aiguillon pour les appeler à se transformer et, dans tous les cas, à être conscients de l'insatisfaction des électeurs par rapport à l'offre politique. Il améliorerait donc la relation entre le pouvoir et la population et il pourrait, et je partage l'avis du rapporteur sur ce point, éviter les votes extrémistes de protestation. Certains parlementaires engagés de longue date sur ce sujet ont pu à un moment, et je pense ici à Bernard Roman, penser qu'il serait utile d'accompagner cette réforme de celle de l'obligation de participation des citoyens au scrutin et d'envisager d'autres mesures incitatives de cet ordre, autrement dit, d'accompagner notre réflexion d'une proposition sur le vote obligatoire. S'il est exact qu'une telle obligation n'est pas complètement étrangère à la tradition française, il faut le rappeler, puisque le vote est obligatoire, par exemple, dans l'élection sénatoriale pour les grands électeurs, faute de sanctions s'ils ne remplissent pas cette obligation, les résultats dans les pays où le vote obligatoire existe ne sont pas si convaincants. Il n'y a pas, en réalité, contrairement à cette évidence d'apparence uniquement, il n'y a pas de lien entre le caractère obligatoire et le niveau du vote et le niveau de participation électorale. On a beau condamner les citoyens au paiement d'amendes, les situations varient considérablement d'un pays à l'autre de ce point de vue-là. Il reste toujours un taux quasi incompressible d'abstentionnistes qui oscille, selon les cas et les scrutins, entre 5 et 15% des inscrits. La proposition de loi débattue aujourd'hui vise donc à organiser la reconnaissance du vote blanc aux élections. Monsieur le député, Monsieur le Président François Sauvadet, vous mettez en avant, je vous cite, qu'il est essentiel que le vote de celui qui se déplace au bureau de vote pour accomplir son devoir de citoyen soit pris en compte. Vous souhaitez qu'une différence claire soit établie entre le vote blanc et le vote nul, et de manière évidente entre le vote blanc et l'abstention. Ces deux derniers cas de figure impliquant un engagement d'un degré divers et une signification différente. En effet, chacun le comprend, contrairement à celui qui s'abstient, le citoyen déposant un bulletin blanc dans l'urne accomplit son devoir électoral. Il participe à l'élection. En cela, le vote blanc doit être considéré comme différent, voire contraire à l'abstention. Il pourrait même être vu comme un facteur d'encouragement à la participation. Si le gouvernement se félicite que le débat parlementaire puisse avoir lieu, il convient toutefois de ne pas attendre une sorte d'effet magique à cette possible reconnaissance du vote blanc, pour reprendre l'expression utilisée par notre collègue Pascal Popelin dans les débats. En effet, le vote de cette disposition ne résoudra pas à elle seule la question préoccupante pour nous tous ici de la participation. Qui peut en effet se satisfaire d'une abstention supérieure à 40% lors des dernières élections législatives?
L'abstention, pour nous tous, ici, est un phénomène, un symptôme préoccupant d'une crise de sens, d'une perte de repères et de confiance dans les pouvoirs d'action du politique, notamment dans un contexte de situation économique dégradée. Prenons la mesure du chantier qui nous attend, ensemble, élus comme gouvernement, toutes sensibilités confondues, pour faire vivre la participation citoyenne aux élections. Le ministre de l'Intérieur aura d'ailleurs l'occasion de porter ce débat lors des projets de loi devant intervenir en ce qui concerne les modes de scrutin tant locaux que nationaux. Bien sûr, on ne peut totalement se satisfaire de la présence du vote blanc qui marque, quoi qu'il en soit, une insatisfaction par rapport à l'offre électorale proposée, mais après tout, c'est de notre responsabilité collective. Mais sa comptabilisation en dehors des votes nuls va dans la bonne direction. Un point sépare naturellement l'appréciation du gouvernement et celle de l'auteur de la proposition de loi. Il concerne, ça a été abordé, la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé. Une telle disposition aurait des conséquences que le gouvernement ne peut accepter et que je veux rappeler. Tout d'abord, je tiens à porter une interrogation plus générale sur l'interprétation à donner au vote blanc. S'il était considéré comme un suffrage exprimé, la question de sa signification resterait néanmoins entière. Est-ce un vote contestataire? Marque-t-il simplement une indécision ou alors un refus du choix politique proposé? Sommes-nous plutôt dans une critique de la simple insuffisance de l'offre politique, notamment au second tour? On touche aussi aux limites de cette voie d'expression. Oui, il y a participation au suffrage, mais par définition, ce n'est pas une expression définie, claire. On aboutirait au final à l'affaiblissement du candidat ou de la liste élue, c'est-à-dire à un effet absolument inverse à votre souhait de renforcer la légitimité du vote. Monsieur le rapporteur, vous avez signalé, à juste titre, souligné que le vote blanc et l'abstention ne se confondent pas, même s'ils se superposent parfois. Les travaux de sciences politiques révèlent l'imbrication de ces phénomènes. Sans être trop réducteur, on peut dire que, telle elle ressort de certaines études, l'indifférence et la contestation du système politique français motivent pour l'essentiel l'expression du vote blanc. Par ailleurs, le vote blanc est nul, longtemps compris entre 1 et 2% des inscrits, a une tendance forte à augmenter dans des proportions importantes depuis la fin des années 80, puisqu'il oscille désormais entre 4,4% et 6,5% selon la nature des scrutins nationaux. Ce phénomène nouveau est analysé par les spécialistes comme, je cite, une abstention participative ou une abstention civique. Il explique le refus de choisir dans le cadre de scrutins présidentiels comme en 1969, en 1995 ou en 2002. Il est aussi parfois la conséquence d'un appel au vote blanc fait par des partis politiques. On peut citer ici le cas de référendum. Par ailleurs, il est différent selon les zones géographiques et il montre qu'il sert parfois de substitut à une expression protestataire. Pour autant, rien ne permet de conclure à un phénomène mécanique qui pourrait être jugulé de façon automatique et significative par une simple reconnaissance du vote blanc. Je crois sage de devoir le rappeler. Le vote blanc n'est pas uniquement l'expression de gens indécis, indifférents ou sans opinion. Il n'est pas non plus confondu avec les erreurs matérielles, volontaires ou involontaires, qui caractérisent le vote nul. Le message formulé par des concitoyens qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir électoral ne peut pas non plus être considéré comme négligeable, et c'est le sens de votre démarche. Outre cette question sur le sens civique
à donner à ce phénomène du vote blanc, il convient d'évoquer les implications juridiques et politiques induites par la rédaction initiale de la proposition de loi. Ces implications, c'est-à-dire la prise en compte dans les suffrages exprimés, apparaissent en effet sérieuses. Tout d'abord, une difficulté juridique incontestable, vous l'avez rappelé vous-même, doit être soulevée concernant en l'état l'élection présidentielle, puisque l'article 7 de la Constitution dispose: le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette condition n'est pas réalisée au premier tour, elle doit l'être au second. Il se pourrait alors, si les votes blancs étaient décomposés comme suffrages exprimés, que le président ne soit élu qu'à la majorité relative. Outre le fait que le gouvernement exclut à ce stade une telle réforme constitutionnelle, nous ne pouvons que contester l'affaiblissement de la légitimité présidentielle qui en découlerait. Qu'en est-il du référendum? Cette consultation des citoyens est en soi, disons, risquée. Chacun se souvient du résultat des référendums de 1969 et de 2005. La prise en compte du vote blanc rendra évidemment plus compliquée cette consultation, puisque les bulletins oui devront être numériquement supérieurs aux bulletins blancs et non réunis. Une proposition pourrait donc être rejetée, alors même que les votes d'approbation seraient supérieurs aux votes non. D'ailleurs, comme le montre très bien M. Sauvadet dans son rapport, c'est à l'occasion des référendums que les pics de vote blanc et nul sont les plus impressionnants. Ce taux, je le rappelle, était de 16% concernant le référendum sur le quinquennat présidentiel en 2000. Reconnaissez qu'il y aurait là une incongruité au regard de la logique même du scrutin tel qu'il est prévu par nos institutions. En effet, par un curieux paradoxe, voter blanc reviendrait à voter non. Ainsi, la comptabilisation des votes blancs pourrait non seulement obscurcir les règles du jeu, mais de plus dénaturer les intentions des électeurs. Il n'est pas certain que cela inciterait ceux de nos concitoyens qui ont choisi de se détourner des urnes à y retourner, ce qui ne manquerait pas de susciter les commentaires que vous pouvez imaginer. En effet, enfin, il faut mesurer les conséquences sur le scrutin municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus ou sur les élections régionales. Comme le relevait le Centre d'analyse stratégique dans une note de 2007, le résultat serait un appauvrissement du jeu démocratique. En effet, les listes qui n'obtiennent pas 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si l'on tient compte des votes blancs, ce seuil de 5% sera de fait pour ces listes surélevé, c'est-à-dire plus difficile à atteindre. Nous courons en outre le risque d'entraver les principes constitutionnels de l'expression pluraliste des opinions et de la participation équitable des partis à la vie démocratique. Un constat aggravé si on rappelle que les règles de financement placent pour l'heure la barre du remboursement forfaitaire à 5% des suffrages exprimés, et je pense que c'est un argument auquel chacun sera sensible. J'évoquerai enfin des arguments techniques concernant en particulier les élections à la représentation proportionnelle. Dans ce cas, les sièges sont attribués à des listes proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. Les bulletins blancs ne peuvent, par hypothèse, entraîner l'attribution de sièges au profit d'une liste qui n'existe pas. Que ces bulletins soient comptabilisés ou non parmi les suffrages exprimés ne modifie en rien la répartition mathématique des sièges entre les listes en présence. Ce système est complexe et cette complexité serait accrue par l'introduction de la disposition proposée. Mesdames et Messieurs les députés, la commission des lois de votre Assemblée a donc rejeté la proposition de loi aujourd'hui en discussion sur ce motif de décompte au sein des suffrages exprimés. Le gouvernement ne saurait y être également favorable en l'état. L'option de l'amendement présenté par le groupe socialiste modifie naturellement
l'objectif, mais permet de faire ensemble un bout de chemin pour parvenir à la distinction du vote blanc et du vote nul. En ce sens, il s'inscrit parfaitement dans le débat que vous avez engagé en déposant cette proposition de loi. Il permet une avancée. Je ne crois pas que ceux qui, depuis tant d'années, sont favorables à la prise en compte du vote blanc doivent regarder comme une défaite cette avancée. C'est un pas important, car c'est la première fois que cela se produit. Et si l'Assemblée se rassemble, ou dans tous les cas vote un texte qui reprend in fine l'amendement proposé par le groupe socialiste, le gouvernement soutiendra totalement cette proposition de loi. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant Monsieur Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce sujet est de ceux qui appellent nécessairement la convocation de l'histoire. Le ministre l'a fait avec talent, habituel. Le rapporteur l'a fait avec pertinence, on connaît sa compétence dans ce domaine. C'est d'ailleurs le fait que, rappelant l'histoire, ça nous amène aux éminents légistes qui siègent ce matin, à la modestie, au regard de la tâche à accomplir, mais aussi au renforcement de la détermination pour faire un nouveau pas, puisque chacun a bien compris qu'il s'annonçait. Je vais néanmoins commencer mon propos en disant, me permettant de contredire le ministre. Ah si, ce n'est pas... que l'opposition ne se réjouisse pas trop vite. Ce n'est pas la première fois que le Parlement débat, adopte un texte du vote blanc. Non, Monsieur le ministre, c'est en cela que je vais vous contredire. Il faut remonter bien avant 2003, puisque si j'en ai appelé à l'histoire, c'est pour permettre évidemment d'appeler au man des révolutionnaires. L'Assemblée révolutionnaire a voté une loi le 18 Ventose de l'an 6, qui, comme chacun le sait, correspond au 6 mars 1798, où on a autorisé le vote blanc au moment où on installait le bulletin systématiquement. Ce fut éphémère, mais on retrouve les premières traces donc dans l'an 6. Quelques années plus tard, sous le Premier Empire, le Conseil d'État, qui était un corps institué, chacun s'en souvient, et qui avait comme vocation de conseiller les lois que Bonaparte proposait, a donné un statut au vote blanc, et c'était donc en 1807, le 25 janvier, où on a reconnu que les votes blancs devaient être retranchés des votes émis. Première fois que l'on trouve une trace dans notre législation de cette condition. Ensuite, on va trouver plusieurs adaptations, plusieurs reformulations. Certaines élections, on a trouvé de tout. C'était sous la Restauration. Dans certaines élections, on a considéré qu'il fallait, je le dis à tous ceux qui sont dans l'opposition, ça peut être une source de progression, on pouvait comptabiliser les bulletins blancs dans le calcul de la majorité. Dans les périodes où la situation est de basse eau, ça peut être une solution que je ne conseille pour autant pas. À partir de 1815, l'obligation des collèges, puisque là on n'était plus dans le suffrage universel, l'obligation de l'électeur d'appartenant à des collèges de voter conduira certains justement à choisir le vote blanc, puisque contraints d'aller voter, ils refusaient en même temps le choix qui leur était offert et ils s'exprimaient néanmoins. On est parfaitement dans la philosophie que nous évoquons ce matin. On a donc, à partir de 1815, assisté à cette construction d'une idée. On pouvait voter tout en refusant de choisir. Et c'est bien ce qui nous rapproche aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, la nature élitiste du collège électoral a mené à considérer avec un œil bienveillant le sens de ce qui était néanmoins une défection électorale. J'avance dans ma progression historique. 1839, la monarchie de Juillet, la Chambre des députés décide de retirer au bulletin blanc toute valeur politique. C'est à partir de ce moment-là que l'on confond les bulletins nuls et les bulletins blancs. Nous le devons donc à la monarchie de Juillet, pas nécessairement un héritage dont chacun ici se revendique, et surtout le texte qu'il inscrit dans notre code électoral, c'est un article actuel. Le texte d'aujourd'hui est la reproduction d'un décret impérial pris le 2 février 1852, pris par celui que Napoléon
que Victor Hugo appelait Napoléon le Petit. C'est à partir de 1852 qu'on va trouver, et j'en viens effectivement là, au débat qu'il y a eu dans notre Assemblée. Vous avez à bon droit cité, Monsieur le Ministre, la première proposition de loi qui a visé à dissocier les votes nuls et les votes blancs. C'est deux députés du Vaucluse, deux députés classés à l'époque à l'extrême gauche de notre hémicycle, tout simplement parce qu'ils étaient républicains. Je vais donc citer leurs noms, au moins leur mémoire ainsi sera revisitée. Alfred Naquet et Jean-Baptiste Saint-Martin, dans un texte du 22 mars 1880. Mais rien n'y fit. La proposition de loi, ce fut souvent le cas, ça l'est encore. Ce n'est pas parce qu'elles sont écrites qu'elles connaissent un succès, mais peut-être que celle que nous discutons aujourd'hui marquera l'histoire. Toujours est-il que le 29 juillet 1913, on a entériné cette confusion impériale, et dans l'article L66 du Code électoral, qui date de 1969, on a donc repris cette confusion. Ainsi donc, voilà l'histoire de ce qui était au départ un acte politique, un acte de défiance au regard d'une offre politique qui ne satisfaisait pas, qui est devenu, au regard du droit, une forme répréhensible d'une déviance électorale. Dans une conception d'ailleurs assez étonnante qui consiste à juger indigne du statut du citoyen celui qui est accusé de dénaturer l'acte électoral par son indécision. En résumé, pour notre code électoral aujourd'hui, l'élection est faite pour choisir quelqu'un et non pas pour permettre aux électeurs de s'exprimer. C'est cette conception que je crois que nous sommes un certain nombre aujourd'hui à considérer qu'il faut réexaminer. Et je veux vous remercier, Monsieur le rapporteur, de nous avoir permis de le faire, par l'initiative dont vous êtes à l'origine, supportée par le groupe UDI, d'avoir inscrit votre proposition de loi à l'occasion de cette possibilité parlementaire de maîtrise de notre ordre du jour. Je crois en effet aujourd'hui que le vote blanc et le vote nul ne relèvent pas de la même logique, et ce qui rend problématique le lien juridique qui est construit dans l'article L66 du Code électoral. Si le vote nul peut relever de la maladresse d'un électeur, par exemple de mettre deux bulletins dans la même enveloppe, ou de son incompétence politique, ou de son populisme, le vote blanc est pour moi un acte raisonné. En choisissant de se déplacer dans un bureau de vote, de glisser sciemment un bulletin blanc, il me semble que l'électeur accomplit un geste pensé dont la dimension politique ne paraît pas devoir être contestée. Et je me retrouve donc dans l'analyse qu'avait fait en 1960 Alain Lancelot, qui estimait que le vote blanc était un acte intentionnel posé par un électeur très politisé, capable de distinguer les nuances d'un choix et d'en peser les implications. Je viens de citer Alain Lancelot. Évidemment, j'admets fort bien que cette vision ne soit qu'une interprétation et que personne ne peut contester le fait que l'électeur qui choisit le vote blanc est un citoyen qui n'a pas trouvé son candidat. C'est en cela que pour moi le vote blanc est d'abord l'expression d'une opinion. Ce n'est pas une indifférence à l'égard de la politique, une indifférence que l'on retrouve par contre très nettement dans l'abstention. Si c'était le cas, le vote blanc et nul serait alors très important dans les élections européennes, scrutin où s'affirme justement l'abstention. Or, il n'en est rien. Faut-il, et là je partage ce qu'a dit le ministre et le rapporteur, faut-il à l'inverse estimer que la prise en compte du vote blanc aura pour vertu d'attirer les électeurs vers les urnes? C'est un argument qui évidemment a une cohérence, mais malheureusement, je ne le crois pas. Les études qui ont été conduites depuis maintenant une dizaine d'années ont montré que cette attitude d'abstentionnisme politique est une attitude électorale plus que marginale. J'attends donc plus modestement de votre initiative la simple reconnaissance d'une insatisfaction citoyenne qui doit interpeller les élus que nous sommes. Mais pour que votre texte puisse être adopté, vous l'avez vu en commission, Monsieur le rapporteur, il faut qu'il soit amendé. Vous avez dit en commission votre disponibilité, vous avez confirmé cette intention, le ministre a indiqué là aussi l'état d'esprit constructif du gouvernement, et nous allons donc reproduire probablement ce que cet hémicycle et la commission des lois avaient fait en 2003 sous la proposition de celui qui avait à l'époque l'honneur de la présider, c'est-à-dire notre collègue Pascal Clément. Nous souhaitons en effet qu'on puisse dissocier
plus exactement, la difficulté politique de votre volonté d'intégrer le bulletin blanc dans les suffrages exprimés nous paraît insurmontable. Vous avez évoqué évidemment la légitimité affaiblie que cela représenterait, par exemple, et le ministre l'a très bien dit, sur le référendum sur le quinquennat du 24 septembre 2000, qui, avec le recomptage que l'on ferait selon le texte qui nous est proposé, aurait amené 16% de vote, ce qui aurait affaibli la victoire du oui. Voilà donc les raisons pour lesquelles, monsieur le rapporteur, nous notons avec intérêt votre souhait confirmé par le dépôt d'un amendement sur l'évolution. Le groupe majoritaire de cet hémicycle a déposé le même. Nous allons donc sans nul doute le voter. Il y a eu 30 textes qui ont été déposés sur ce sujet en 20 ans. Il n'y en a qu'un qui a été adopté en 2003. Il s'est interrompu dans une navette au Sénat. Nous ne savons d'ailleurs pas si ce texte est toujours actif. La saisine des membres du Conseil constitutionnel par le groupe UMP sur un vote intervenu au Sénat visant à reconnaître le 19 mars 1962 nous montrera si un texte qui a été maintenu sous silence pendant une dizaine d'années peut connaître une résurrection, mais vous avez très justement pris l'initiative de nous permettre de pallier à cette éventuelle carence en nous permettant d'adopter ce texte. Souhaitons que si cette Assemblée le vote, ce que je crois, le Sénat demain puisse à son tour le voter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Mes chers collègues, nous allons donc commencer la discussion générale et je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Sergio Coronado pour le groupe Écolo pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, nul besoin de rappeler ici à cette tribune que les procédures d'élection et de vote sont au cœur de notre démocratie et que savoir compter avec rigueur les suffrages exprimés est une condition incontournable du bon déroulement d'un scrutin et d'une démocratie légitime et respectée. Débattre ce matin de la reconnaissance du vote blanc a du sens, c'est même utile. Face à la montée du discrédit de la politique, à la méfiance croissante des électeurs à l'égard de l'offre partisane, aux phénomènes inquiétants d'abstention, il est nécessaire en effet que la représentation nationale s'interroge sur la manière dont il faut organiser l'expression du suffrage et sur la meilleure manière de prendre en compte la diversité des expressions que le suffrage représente. C'est pourquoi le groupe écologiste considère avec un intérêt très favorable cette proposition de loi. Nous ne pensons pas pour autant que la reconnaissance du vote blanc à elle seule suffise à enrayer les maux évoqués. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, l'insatisfaction face à l'offre politique exprimée doit être prise en compte, c'est clair, mais cette prise en compte ne l'explique pas et ne la règle pas. Le peu de chance qu'offre le scrutin majoritaire à des formations politiques minoritaires d'avoir une représentation juste, proportionnelle au poids électoral, me semble un problème à cet égard d'une importance beaucoup plus grande. Cette proposition est utile et à plusieurs titres. D'abord, comme cela a été rappelé à la fois par le rapporteur et également le président de la Commission des lois, parce qu'elle s'inscrit dans une suite de propositions du même ordre visant à reconnaître le vote blanc. Elle vient nous rappeler que depuis plusieurs années, la reconnaissance du vote blanc motive la présentation de nombreuses propositions de loi et la mobilisation citoyenne au travers de l'expression d'associations. À l'Assemblée nationale, on peut dénombrer 7 propositions de loi sur les sujets sous la 10e mandature, 5 sous la 11e, 6 sous la 12e et 8 sous la 13e législature. La dernière discussion a eu lieu en décembre 2002, grâce à la proposition de loi de Jean-Pierre Ablin et de l'ensemble du groupe UDF. Le texte qui avait été adopté à l'époque excluait le vote blanc du décompte des suffrages exprimés, contrairement à la volonté des auteurs de la PPL. Je crois, d'après ce que j'ai compris de la disponibilité du rapporteur d'entendre les suggestions du groupe majoritaire, que nous nous acheminons vers la même situation. Cette proposition est utile parce qu'elle permet de tenir compte du mécontentement face à l'offre, qui est un phénomène électoral croissant, et il serait en effet irresponsable que la représentation nationale ne se penche pas sur cette désaffection. M. Urvoas a rappelé en effet qu'il y a une limite finalement dans le suffrage, puisqu'il est là pour choisir un représentant et non pas tant pour exprimer son opinion,
Et de ce point de vue-là, nous pouvons trouver, nous, en tant que représentants du peuple, une sorte d'insatisfaction également. Même l'élection présidentielle, qui demeure le rendez-vous électoral le plus couru, n'a pas été épargnée par les phénomènes de désaffection, d'abstention, de mécontentement. Vous l'avez rappelé dans le rapport, le record de vote blanc et nul aux élections présidentielles a été atteint pour un premier tour lors de l'élection présidentielle de 2002, avec 3,38% de votants, et pour un second tour lors de l'élection présidentielle de 69. Et vous avez rappelé le fameux mot de Duclos, bonnet blanc, blanc bonnet. Je tenais aussi à vous dire que c'est une proposition de loi qui intéresse particulièrement les écologistes, d'abord parce que depuis très longtemps, nous avons intégré à la fois dans le décompte des suffrages le vote blanc, on ne les comptabilise à part, et que nous avons considéré que le vote blanc était un suffrage exprimé. Sur ces questions d'organisation de suffrage, de prise en compte des votes, notre famille politique a beaucoup expérimenté. Nous avons même décidé, il y a quelques années, d'expérimenter le tirage au sort pour le choix de nos candidats. Le vote blanc, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un vote nul, c'est l'expression soit d'un refus, soit d'une inadéquation entre une offre électorale et une volonté politique. Je l'ai dit en rappelant l'élection de 69 et le refus du Parti communiste de choisir entre Georges Pompidou et Alain Poher, ce qui expliquait finalement la différence substantielle du taux de vote blanc et nul entre le premier tour et le second tour. Et je voudrais également insister sur le fait que les niveaux records de vote blanc et nul coïncident, comme vous l'avez dit dans votre rapport, avec les records d'abstention également. C'est la preuve que le vote blanc est aussi un symptôme de la crise du politique. C'est un phénomène également significatif lors des élections législatives, et comme l'indique également votre rapport, c'est à l'occasion de référendums que les pics de vote blanc et nul sont les plus impressionnants. Et pourtant, l'assimilation entre vote blanc et nul est une règle juridique traditionnelle, mais comme je l'ai dit, un vote blanc n'est pas un vote nul, il manifeste une démarche, une volonté, un refus, c'est un acte citoyen même, puisque l'électeur se déplace, il fait un acte, il dit à la fois l'insatisfaction devant une offre politique et l'attachement du citoyen à l'acte de voter. Aujourd'hui, l'article 66 du Code électoral traite les bulletins blancs comme l'ensemble des bulletins nuls, lesquels n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En application de cet article, sont ainsi tenus pour nuls et non décomptés comme suffrage exprimé une série de bulletins qui ont peu de relations finalement entre eux. Le Code électoral ne traite pas non plus expressément de la seconde modalité du vote blanc, celle consistant à déposer dans l'urne une enveloppe vide. C'est pourquoi le groupe écologiste a déposé un amendement en ce sens. Cette pratique est en effet considérée, en tout cas de notre point de vue, comme un vote nul, enfin du point de vue du législateur, comme un vote nul jusqu'à maintenant. J'ignore si la prise en compte du vote blanc est un outil de mobilisation, un remède durable et solide contre l'abstention. En revanche, ce que je sais, c'est que c'est la garantie donnée à tous les citoyens de manifester par ce vote qu'ils n'ont aucun représentant ou que leur volonté politique n'est pas présente dans l'offre électorale. Le président de la commission des lois, auteur d'une proposition de loi sur ce sujet, écrivait que la reconnaissance du vote blanc peut permettre une forme d'expression de défiance vis-à-vis de l'offre politique proposée, qu'il est utile et juste de prendre en considération. Je sais que ce point de vue est largement partagé dans cet hémicycle. Mais la question que la proposition de loi posait était double. Il s'agissait à la fois de reconnaître le vote blanc par un décompte spécifique et de prendre en compte les bulletins blancs parmi les suffrages exprimés. Nous aurions, si telle était la volonté du rapporteur, voté, le groupe écologiste, cette proposition telle qu'elle. Pour la prise en compte des suffrages exprimés, il existe en effet un obstacle constitutionnel, comme les débats dans la commission des lois l'ont rappelé et comme le président l'a rappelé ici à cette tribune. En effet, l'article 7 de la Constitution stipule que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. À moins de modifier l'article 7, il faut donc exclure des suffrages exprimés du second tour de l'élection présidentielle et des référendums les votes blancs. C'est le sens également de l'amendement que nous avons déposé. Pour les autres élections, je ne crois pas que les problèmes soulevés soient d'une très grande gravité, même si il est vrai que j'entends l'argument sur l'affaiblissement de la représentation. Alors j'ai bien compris que le rapporteur était disposé à faire un petit pas en intégrant les suggestions aimablement suggérées par le groupe majoritaire ici à cette Assemblée, dont je ne vais pas être plus royaliste que le roi, et je vais sans doute joindre mes voix également au groupe socialiste pour faire en sorte que nous fassions ensemble un premier pas dans la reconnaissance du vote blanc.
Merci, monsieur. La parole est maintenant à monsieur Alain Touré pour le groupe RRDP. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, voici une proposition intéressante. Monsieur le rapporteur, je vous en félicite. Et elle nous amène à poser un certain nombre de questions. D'abord, je me suis demandé pourquoi le vote blanc. Parce que le blanc, c'est quand même quelque chose d'un peu spécial. C'est la couleur de la monarchie. Vous qui êtes député de Bretagne, c'est la couleur de tous ceux qui sont opposés à la République. C'est la couleur de la neutralité, la Suisse. C'est la couleur du cessez-le-feu. Mais c'est également l'une des 3 couleurs du drapeau français. Et puis, il est vrai que les lettres de noblesse de ce vote blanc sont arrivées en 1969. Je commençais à m'intéresser un peu à la politique. Et qui ne se rappelle pas, effectivement, comme notre ami Coronado l'a dit, les phrases extraordinaires de Jacques Duclos, avec son accent du terroir extraordinaire, expliquant comment il fallait, entre le vote blanc, se prononcer, parce que blanc-bonnet et bonnet-blanc, c'était incontestablement la même chose. Eh bien, il a été écouté. Il a été écouté, c'est donc bien la preuve qu'il y a derrière le vote blanc une véritable réalité politique. Et lorsque l'opposition d'aujourd'hui vote blanc ou s'abstient, c'est qu'elle nous soutient. Donc, nous le savons bien, à partir de ce moment-là, il y a là toute une évolution qui peut se faire sur le vote blanc. Et après tout, aujourd'hui, il me semble plus intéressant de s'intéresser au problème de vote blanc, surtout quand je constate, monsieur le rapporteur, que vous avez bien prévu, je le dis à nos collègues de l'UMP, que ces dispositions s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Il n'y a pas Mayotte, mais il y a la Polynésie française. Alors, j'ai vérifié, ce sont ces 3 îles qui ont été éliminées dans un scrutin qui s'est passé hier, je crois. Et nous tenons au contraire, avec le rapporteur, à rappeler que ces îles sont bien dans la République et qu'elles n'ont pas été exclues de la République comme l'UMP l'a fait, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est malheureux, il n'y a aucun membre de l'UMP. Enfin bon. Mais il y en a qui leur diront. Alors maintenant, de manière plus événementielle, je voudrais vous dire qu'à Caen, nous avons eu des listes qui se sont composées uniquement pour soutenir le vote blanc lors des élections municipales et qu'elles ont obtenu plus de 8% des voix. Alors, c'était des listes protestataires qui en réalité étaient en dehors du système. Mais c'est par le vote blanc qu'elles exprimaient leur refus du système. C'est donc bien qu'il y a dans le vote blanc un vote citoyen. Et que ce vote citoyen peut s'exprimer ainsi, d'abord au 2e tour, mais également au 1er tour. Au 1er tour, on refuse ceux qui se présentent. Au 2e tour, on refuse ceux qui restent. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, il y a incontestablement quelque chose de très positif, monsieur le rapporteur, dans ce que vous avez proposé. L'histoire retiendra qu'après 50 échecs, ça sera vous, avec l'appui, il faut bien le dire, de monsieur le président de la Commission. Donc, tous les deux, vous allez porter, avec notre ami Vidalis, le fait que cette modification de l'article 65 du Code électoral marquera, je le pense, pour les décennies qui viennent. Et en ce sens, nous participons à quelque chose d'important. Alors, quels sont les votes blancs? Fallait-il ajouter les enveloppes sans bulletin? Une question qui se pose et j'y suis totalement favorable. Nous nous en sommes bien rendus compte lors des réunions de la commission des lois. Et pour être un député maire, chose
dont je suis fier et que j'entends rester, même si Monsieur le Président souhaite nous couper le cou, eh bien, à ce niveau-là, je voudrais rappeler que, nous le savons tous, les enveloppes sans bulletin sont plus nombreuses que les votes nuls ou les votes blancs. Et que, bien souvent, elles dépassent les 3/4 de l'ensemble des bulletins non exprimés. Eh bien, à ce niveau-là, il me semble indispensable, et je rejoins la proposition de M. Coronado, mais également ce qui a pu être fait lors de la commission des lois, je rejoins cette proposition qui me semble être très intéressante. Pour autant, est-ce que dans les votes exprimés, il fallait aller plus loin, monsieur le rapporteur, que le consensus qui est en train de s'établir? Très franchement, je ne le crois pas, je vous le dis. Et l'argument qui a été présenté avec beaucoup de sagesse par Monsieur le ministre en ce qui concerne le problème des 5% a retenu mon attention. Car si on prend en compte, en termes d'exprimer les votes blancs, ça rend beaucoup plus difficile d'atteindre cette limite des 5%. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, et pour les problèmes de fusion de liste, c'est également. Donc, cela irait contre les intérêts de tous ceux qui représentent les partis minoritaires et de tous ceux qui représentent les opinions minoritaires. C'est déjà tellement difficile. Et le représentant du Parti radical de gauche que je suis peut vous le dire. C'est tellement déjà difficile d'exister que si, en plus de ça, par la loi, on nous rend les choses encore plus difficiles, eh bien, ne plongeons pas dans cette aventure. Alors, voilà les raisons pour lesquelles nous allons nous orienter vers ce consensus à ce niveau-là. Je pense que cela permettra dans l'avenir, effectivement, de renforcer le vote blanc. Est-ce que pour autant, c'est l'une des questions qui a été faite, est-ce que pour autant cela va permettre de lutter efficacement contre l'abstention? J'en suis pas certain. Je pense que l'abstentionnisme et le vote blanc, ce sont des choses totalement différentes. On s'abstient parce que, finalement, soit on s'abstient tout le temps, il y a des gens qui s'abstiennent, quoi qu'il arrive. On s'abstient également parce qu'on n'est pas convaincu. C'est un vote de renoncement, l'abstention. Alors que le vote blanc, c'est un vote qui est très fort, et certains ont pu dire, et j'ai écouté ce que disait Monsieur le Président de la Commission tout à l'heure, qu'il y a, en termes de choix politique, un choix souvent plus fort dans le vote blanc que dans les autres votes, puisque les autres votes ont bénéficié de tout un soutien médiatique, etc., tandis que le vote blanc, il ne l'a pas bénéficié. Et donc, à partir de ce moment-là, ce vote blanc, il me semble important. Voilà pourquoi nous allons exprimer, au nom du groupe que je représente, un vote favorable, ayant le sentiment d'avoir apporté une première pierre à toute cette modernisation de la vie politique que nous souhaitons. Merci, monsieur. La parole est maintenant à Marc Dolez pour le groupe GDR pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'abstention est incontestablement l'un des symptômes les plus caractéristiques de la profonde crise de la représentation politique. L'exercice du droit de vote étant au cœur de la légitimité de nos institutions, cette abstention désormais récurrente constitue un véritable affaiblissement de notre démocratie, sachant, je veux le souligner parce que c'est trop souvent oublié, que la dite abstention ne prend pas en compte le nombre d'électeurs qui, bien que réunissant les conditions, ne sont pas inscrits sur les listes électorales, 3-4 millions de nos concitoyens, selon les estimations, soit près de 10% du corps électoral. L'abstention ne marque pas seulement un désintérêt, une indifférence à l'égard de la politique. Pour de nombreux électeurs, elle est une réponse électorale à part entière et peut exprimer un malaise à l'égard d'une offre politique jugée insatisfaisante, incapable de répondre à leurs attentes. Elle peut encore constituer une sanction
à l'encontre des gouvernements sortants pour la politique menée ou leurs promesses non tenues. Dans ces conditions, la reconnaissance du vote blanc peut constituer un élément de réponse, même si la crise de la représentation politique appelle bien sûr des réformes de fond. Le déséquilibre du régime et le sentiment de défiance de nos concitoyens envers les institutions supposent en effet une véritable démocratisation de ces institutions que, pour notre part, nous appelons de nos vœux dans le cadre d'une 6e République parlementaire, sociale et participative, avec notamment la mise en œuvre de la représentation proportionnelle, garante du pluralisme démocratique et d'une juste représentation de la diversité des sensibilités politiques, et avec une amplification de la souveraineté directe du peuple. Reconnaître le vote blanc est sans doute un moyen de lutter contre l'abstention, mais simplement l'un des moyens. Il serait surtout un indicateur de l'attente d'une autre offre politique. La demande de reconnaissance du vote blanc n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, de nombreuses propositions de loi en ce sens ont été déposées sur le bureau de notre Assemblée, sans qu'aucune d'elles n'aboutisse. Aujourd'hui, le vote blanc, s'il est connu, n'est pas pour autant reconnu. Le nombre de votes blancs est en effet connu, puisque lors du dépouillement, les bulletins blancs et nuls sont comptabilisés et annexés au procès-verbal, mais ils n'apparaissent pas dans le résultat officiel, puisque conformément à l'article 66 du Code électoral, les bulletins blancs, comme l'ensemble des bulletins nuls, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais il est bien évident que le vote blanc se distingue à la fois de l'abstention et du vote nul. Il se différencie de l'abstention dans la mesure où il témoigne d'un intérêt pour la chose publique, tout en traduisant une insatisfaction à l'égard de l'offre. De même, le vote blanc se démarque nettement du vote nul, dans la mesure où celui-ci résulte soit de la maladresse de l'électeur, soit de sa volonté de ne pas se soumettre aux règles régissant le scrutin. En somme, le vote blanc exprime le refus de l'électeur du choix qui lui est proposé. Il s'agit donc bien d'un acte citoyen qui mérite d'être reconnu comme tel et comme un suffrage exprimé à part entière. Comme le souligne Olivier Durand, le président de l'Association pour la reconnaissance du vote blanc, si voter c'est désigner uniquement un vainqueur, cela constitue un appauvrissement de l'acte électoral. J'ajoute que les dispositions propres aux machines à voter confirment la spécificité du vote blanc. Et même si le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel ne le considère pas, il nous semble effectivement, comme le souligne à juste titre notre rapporteur, que l'assimilation du vote blanc à un vote nul occasionne bel et bien une rupture d'égalité dans l'information des citoyens sur les résultats électoraux, selon que le vote se déroule dans un bureau doté d'une machine à voter qui permet d'afficher le nombre exact de votes blancs ou dans un bureau de vote classique dans lequel sont indistinctement mêlés votes blancs et bulletins nuls. Pour notre part, nous sommes donc favorables à la reconnaissance juridique du vote blanc. Non seulement nous considérons normal, justifié de décomposer séparément les votes blancs des votes nuls, mais nous estimons aussi et surtout que les bulletins blancs devraient être pris en considération dans le calcul des suffrages exprimés. Reconnaître le vote blanc tout en refusant d'en faire mention parmi les suffrages exprimés n'aurait qu'une utilité limitée, si ce n'est constituer une mesure purement symbolique. Certes, nous entendons, elles ont été rappelées ce matin, les difficultés posées par cette reconnaissance juridique, d'abord pour l'élection du président de la République, qui est élu, au terme de l'article 7 de la Constitution, à la majorité des suffrages exprimés. Cette difficulté, cela a été dit tout à l'heure par notre rapporteur, n'a rien d'insurmontable. Elle pourrait être levée lors d'une prochaine réforme constitutionnelle. La difficulté concernant le référendum ne me semble pas être de même nature. Pour ma part, je ne juge pas anormal que pour que le oui l'emporte, il obtienne un score, un résultat supérieur au total des votes non et des votes blancs, c'est-à-dire que le oui obtienne la majorité des votants. Concernant la question des seuils, ça c'est notamment pour les élections municipales, j'entends bien que c'est une question qui est pertinente, qu'elle mérite d'être traitée,
mais comme la révision d'un certain nombre de modes de scrutin nous est annoncée, on pourrait peut-être revoir cette question des seuils dans ce cadre-là. Pour conclure, si nous considérons que la proposition de loi de nos collègues du groupe UDI n'apporte évidemment pas la solution à l'abstention, nous pensons cependant qu'elle est à même de dissuader certains électeurs de s'abstenir, la reconnaissance pleine et entière du vote blanc leur permettant d'exprimer leur désaccord sur le choix proposé et de signifier clairement que l'offre politique ne leur convient pas. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez compris, les députés du Front de gauche auraient voté, monsieur le rapporteur, cette proposition de loi dans sa version initiale. J'ai cru comprendre que cette proposition de loi allait être amendée et donc le texte qui va sortir de nos débats risque d'être moins ambitieux. L'avancée proposée sera un peu moins importante, ce sera un pas plus petit, mais ce pas plus petit, nous le franchirons avec vous. Merci, Monsieur Dolez. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne pour le groupe SRC, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la reconnaissance du vote blanc en matière électorale fait partie des débats récurrents de la démocratie française. Nombre de propositions de loi ont été déposées au cours des 20 dernières années par l'ensemble des groupes dans notre hémicycle, et cela a été rappelé par beaucoup d'orateurs déjà ce matin, puisque finalement, à gauche comme à droite, il est apparu important, dans un contexte de participation électorale déclinante, de distinguer le vote blanc du vote nul, et plus encore de l'abstention. Le vote blanc constitue une expression démocratique, celle de la manifestation par l'électeur qui se déplace au bureau de vote d'un refus de l'offre politique qui lui est présentée. Il se traduit par le dépôt dans l'urne d'une enveloppe vierge de tout bulletin ou contenant un bulletin blanc. Le vote blanc doit, à ce titre, être distingué du vote nul. Il doit être comptabilisé et dûment présenté au moment de la proclamation des résultats du scrutin. Cette évolution de l'article L66 du Code électoral est désormais d'autant plus nécessaire que la mise en service récente des machines électroniques de vote dans de nombreuses communes permet le vote blanc et exclut de facto le vote nul. Il en va de même de l'élection par Internet organisée dans le cadre des circonscriptions des députés des Français de l'étranger en juin dernier. Le soutien à la proposition de loi qui nous est soumise par le groupe UDI, par la voix de notre collègue François Sauvadet ce matin, m'apparaît donc aller de soi dans ce contexte. Faut-il que cette reconnaissance du vote blanc s'accompagne de sa comptabilisation dans les suffrages exprimés? Intuitivement, j'étais porté à répondre favorablement à cette interrogation, jusqu'à ce que j'en mesure aussi tout l'inconvénient. Le risque lourd, en termes de légitimité démocratique, que ne soit pas atteinte la majorité des suffrages exprimés, centrale dans notre culture électorale et en tout état de cause exigée par l'article 7 de la Constitution pour l'élection présidentielle. L'introduction du vote blanc dans le calcul des suffrages exprimés aurait en effet conduit deux de nos présidents, Jacques Chirac en 1995 et plus récemment François Hollande cette année, à accéder au pouvoir suprême sans majorité absolue. C'est ce souci de maintenir toute sa force symbolique à la majorité absolue qui explique la décision du groupe SRC de déposer un amendement en séance ce matin pour que le vote blanc ne soit pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Nous sommes en cela fidèles aux propositions de loi présentées par le président Jean-Jacques Urvoas en février 2012 et par Laurent Fabius et le groupe socialiste en 2003. Nous sommes fidèles aussi à un vote initial de notre Assemblée en 2002 en faveur de la reconnaissance du vote blanc sans prise en compte pour les suffrages exprimés. Cette proposition, issue à l'origine, je crois, du groupe UDF, n'a malheureusement jamais été inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Il est temps, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, que la France rejoigne le groupe des pays reconnaissant le vote blanc selon diverses modalités.
la Suisse, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède pour l'Europe, mais aussi le Pérou, le Costa Rica, le Brésil et l'Uruguay en Amérique latine. Aurons-nous, ce faisant, fait œuvre utile dans la lutte contre l'abstention? Je crains que non. Et je défends de ce fait le besoin de prolonger notre débat en matière électorale au-delà de la seule reconnaissance du vote blanc. Je pense en particulier au vote obligatoire que connaissent en Europe l'Italie, la Grèce, la Belgique, le Luxembourg et la France pour les élections sénatoriales. La combinaison du vote obligatoire et de la reconnaissance du vote blanc peut avoir un sens. J'en vois les mérites, j'en vois aussi les limites, notamment lorsque l'électeur vit loin du bureau de vote. C'est le cas des électeurs français de l'étranger que je connais. Et c'est à ce titre que je crois plus que jamais utile une réflexion de notre Assemblée sur le vote à distance, par Internet ou par correspondance postale. Nous avons un premier retour d'expérience sur le vote par Internet aux élections législatives à l'étranger. Saisissons-le et prenons exemple aussi de l'organisation optimale, sécurisée, traçable par nos amis allemands et espagnols du vote par correspondance. En matière électorale, le droit comparé a beaucoup de valeur. C'est un exercice auquel je souhaite que nous puissions nous livrer tout au long de la législature dans l'intérêt de notre cœur législatif. Merci. Merci. La parole est maintenant à monsieur Lionel Tardy pour le groupe UMP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi qui nous est soumise ce matin vise à considérer le vote blanc comme un suffrage exprimé. J'y vois un affaiblissement de la démocratie et une dévaluation du rôle des citoyens dans les choix politiques. Je suis donc résolument contre cette proposition de loi. Il faut tout d'abord rappeler que le système démocratique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas si ancien que cela. Les isoloirs et le secret du vote n'ont qu'un siècle. Quand on regarde autour de nous, à travers le monde, sans même aller très loin, on voit bien que beaucoup de pays ne sont pas au même niveau que nous. Je pense que certains oublient à quel point la démocratie est fragile. On en a un bel exemple à l'UMP en ce moment, et qu'il suffit de pas grand-chose pour vicier un système. Les modalités du scrutin sont un de ces éléments clés qui, même dans une démocratie avancée, peuvent conduire à des dérapages s'ils ne fonctionnent pas bien. À quoi sert le vote? La question peut sembler superfétatoire, mais la réponse conditionne beaucoup les choses. Pour moi, le vote sert aux citoyens à exprimer leur choix en matière d'orientation politique et à désigner les dirigeants qui auront à mettre en œuvre ces choix politiques. Les électeurs participent, par ce biais, à un dispositif destiné à assurer une bonne gouvernance de la chose commune, de la res publica. Dans beaucoup de scrutins, le choix des personnes et des lignes politiques sont liés. En désignant les élus, on fait un choix politique et inversement, si on veut une direction politique bien précise, il faut prendre les candidats qui la portent, quand bien même ils ne nous inspirent pas une grande sympathie. Voter, c'est choisir et c'est bien souvent frustrant, il faut le reconnaître. On est rarement complètement en accord avec l'ensemble du programme proposé. On peut avoir des réticences vis-à-vis de la personnalité du candidat. Le mouvement pour la reconnaissance du vote blanc refuse cette frustration et demande que l'on puisse, y compris refuser une offre publique qui ne nous conviendrait pas en invalidant l'élection tant que l'offre ne conviendra pas à l'électeur. Je pense que c'est une déviance qu'il faut refuser, car elle traduit une dérive consumériste de la politique à laquelle, malheureusement, nous, élus, prêtons un peu trop le flanc. La gestion de la cité, ce n'est pas répondre à des demandes clientélistes, c'est assurer la primauté de l'intérêt général pour le bien commun. L'élection n'est pas un supermarché où le client doit trouver le produit qui lui convient parfaitement, sur le fond et sur la forme, sinon il ne prend pas. Au terme d'une élection, il faut que les choix politiques soient clairs et que les dirigeants désignés aient la légitimité suffisante pour les mettre en œuvre. Cela implique que la liberté de choix des électeurs ne soit pas absolue. Ils participent à un processus complexe où ils ne sont pas les seuls acteurs, ni le centre.
Le système électoral doit être centré sur l'intérêt général et sur la recherche d'une bonne gouvernance, pas uniquement sur la satisfaction des électeurs. Pour moi, l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers. Un système démocratique est un équilibre entre le pouvoir donné au peuple de participer activement aux choix politiques et une efficacité dans la gestion de la cité et de l'intérêt général. Reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé créerait un déséquilibre et amènerait à des dérives. Le premier problème est celui de la légitimité des élus. Si le vote blanc est reconnu comme exprimé, on aura des élus désignés avec des scores faibles, sans majorité absolue. Cela les affaiblirait grandement car leur légitimité serait sans cesse remise en cause. Un dirigeant mal élu cherche avant tout à renforcer sa légitimité, quitte pour cela à prendre des décisions regrettables. Aurions-nous eu la guerre en Irak en 2003 si George Bush n'avait pas été élu de manière aussi contestable en 2000 ? On peut penser que la ligne dure qu'il a adoptée visait à prévenir toute critique de mollesse et donc à renforcer sa légitimité défaillante comme président des États-Unis. La nature ayant horreur du vide, surtout en politique, si un élu ne trouve pas dans son élection la légitimité suffisante pour remplir sa mission, il ira la chercher ailleurs. Et c'est rarement bon pour la démocratie que l'on soit obligé d'aller chercher d'autres sources de légitimité que celle du suffrage universel. C'est malheureusement ce qui risque d'arriver. Le risque que l'on prend aussi avec le vote blanc, c'est de renforcer le poids des minorités actives et la segmentation électorale. Le cas de figure que l'on rencontrera souvent, c'est celui d'un groupe d'opposants à un équipement collectif qui présente une liste au municipal face au maire sortant. La liste d'opposition fera le plein des voix des personnes touchées par cet équipement. En face, le maire sortant sera dans la position de celui qui aura constitué une liste, la plus large possible, et donc aura passé des compromis entre différentes demandes pour arriver à une synthèse. Il est beaucoup plus exposé au vote blanc de la part d'électeurs susceptibles de voter pour lui que l'autre liste. Des électeurs qui finalement auraient quand même voté pour le maire sortant peuvent être tentés de voter blanc, faisant dans certains cas basculer le résultat. On peut transposer cet exemple à des cas de listes basées sur d'autres critères, comme un quartier de la ville, ou pire, sur des listes basées sur des critères ethniques ou culturels. Le vote blanc aura pour effet de rendre encore plus fortes ces minorités actives face aux élus qui cherchent à faire une synthèse et privilégient l'intérêt général. Et je ne vous parle pas de l'impact du vote blanc sur la mécanique du report des voix entre le premier et le deuxième tour. Les entre-deux tours ne vont pas être tristes si la menace du vote blanc plane sur les négociations. Le minoritaire, contraint de se retirer, peut faire monter les enchères. L'élection est faite pour désigner un élu. Avec le vote blanc, on risque de ne pas arriver à ce résultat. Que se passe-t-il si au deuxième tour d'une élection, ou parce qu'un seul candidat a pu se maintenir, c'est le vote blanc qui arrive en tête? Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une simple hypothèse d'école, notamment dans le cas de duel à gauche, où en général, celui qui est arrivé deuxième se retire, même s'il est seul face à un candidat de gauche au second tour. On a des exemples aux législatives. Si son électorat... Allez, seul M. Tardy a la parole. On ne se retire jamais. Si son électorat décide de voter blanc, plutôt que de se reporter sur le seul candidat resté en lice, est-ce que le vote blanc, qui est considéré comme exprimé, sera proclamé élu? C'est une vraie question. Ou devra-t-on refaire l'élection? On va au-devant de situations ubuesques qui discréditeront la démocratie et feront le lit des extrêmes. Dans ces conditions, mes chers collègues, qui voudra se présenter aux élections? Être élu, c'est passionnant, mais ce n'est pas pour autant facile. La politique exige beaucoup de temps, vous le savez tous, beaucoup de sacrifices. On prend des coups, on reçoit un peu de reconnaissance, rarement. Si en plus les citoyens peuvent s'amuser au jeu de massacre depuis leur canapé en faisant échouer les scrutins, qui voudra y aller? On va se retrouver avec un appauvrissement dramatique du vivier de candidats, car bien entendu, ceux qui prônent le vote blanc ne semblent pas prêts à se présenter et à faire le travail. Pourtant, il faut bien qu'il soit fait. La critique est facile, mais l'art est difficile. Ne donnons pas trop d'armes à la critique, sinon nous risquons de ne plus avoir de candidats, ou pire, de n'avoir que les médiocres ou les représentants d'intérêts particuliers. Notre démocratie en souffrirait. Mes chers collègues, aucun candidat n'est parfait et bien souvent, malheureusement, voter consiste à choisir le moins mauvais. Certes, ce n'est pas toujours satisfaisant, mais cela oblige à des compromis et cela évite les surenchères populistes. Voter,
c'est faire des choix clairs. Si ce n'est pas le cas, les choix seront quand même faits, mais pas de manière démocratique et pas forcément en vue de l'intérêt général. Préconiser la reconnaissance du vote blanc est une bonne intention de celles qui servent à paver l'enfer. Elle relève d'une certaine naïveté sur le fonctionnement de notre démocratie, qui, bien qu'ancienne, reste très fragile. Si les citoyens ne sont pas contents de leurs représentants, qu'ils se présentent aux élections et se retroussent les manches, plutôt que de jouer aux consommateurs difficiles et exigeants, qui démolissent, mais généralement ne proposent pas grand-chose. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant Monsieur Yves Jégo pour le groupe UDI pour 10 minutes. Monsieur le ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, la question qui nous réunit aujourd'hui est lancinante dans la vie politique française. Elle est au cœur de bien des difficultés de notre démocratie, d'une forme de désintérêt de nos compatriotes pour la chose publique, d'un rejet de la politique, entretenu d'ailleurs par des extrêmes qui, de part et d'autre de l'échiquier politique, prospère parce que nous n'avons pas su à temps donner au vote blanc toute sa place dans nos institutions. Je suis persuadé que dans les scores exprimés dans toutes les élections par les extrêmes, il y a un nombre conséquent, significatif de Français qui choisissent ces votes extrémistes à défaut de pouvoir voir comptabiliser leur refus de l'offre politique telle qu'elle est formatée, et à défaut de pouvoir être comptabilisés. Et nous l'entendons les uns et les autres sur le terrain, très souvent, les électeurs nous dire « Ah, j'ai voté pour, ça va leur montrer ». Ils l'entendront. Ils entendront quoi? Pas forcément un message politique, ils entendront une forme de ras-le-bol, d'exaspération, de message aux partis politiques. Et peut-être que nous devons aussi, en particulier dans ces périodes, entendre cet appel qui monte de nos compatriotes sur le fait que les partis politiques, quels qu'ils soient, ne répondent plus parfaitement ou exactement aux attentes des Français. Il y a derrière le débat qui nous rassemble aujourd'hui ces questions qui nous semblent particulièrement importantes et qui nous semblent devoir débattre de cette question ensemble. La voie qui est engagée sur la base je crois, en tout cas j'ai cru l'entendre dans ce que j'ai entendu jusqu'à présent, d'un consensus possible sur une première étape forte qui constituerait déjà à séparer le vote nul du vote blanc. Alors c'est le cas dans les communes comme la mienne où on vote par vote électronique depuis longtemps. Il n'y a plus de vote nul, il n'y a que des votes blancs. Mais déjà le fait que nous puissions séparer ceux qui se sont trompés de ceux qui veulent exprimer autre chose me semble déjà un pas important. Je souhaiterais pour ma part que nous n'en restions pas là et que nous allions vers une vraie comptabilisation du vote blanc dans les élections. J'entendais tout à l'heure un de nos collègues dire oui, mais la force du suffrage majoritaire, imaginez Jacques Chirac et François Hollande n'auraient pas été élus avec une majorité des suffrages si le vote blanc avait été comptabilisé. Mais combien de nos collègues parlementaires élus en triangulaire ne sont pas élus avec une majorité de suffrages? Et ça ne les empêche pas pour autant d'être légitimes. Toutes les élections de cette nature-là nous montrent qu'on n'est pas forcément élu avec une majorité de suffrages ou qu'on peut être élu avec une majorité de suffrages malgré plusieurs listes. J'ai été élu en 1995 maire de ma commune avec 4 listes au deuxième tour et 52% des voix. Donc le modèle, merci pour vos félicitations, le modèle du majoritaire qui donnerait toute sa force à l'élu est un modèle sur lequel nous devons nous interroger. Je crois qu'il faut se poser cette question. Je crois qu'il est extrêmement important, mes chers collègues, d'entendre ces Français qui se lèvent, qui se déplacent, qui font l'effort d'aller voter et qui mettent un bulletin blanc dans l'urne. Ils expriment quelque chose, ils expriment une attente, ils expriment dans une démocratie un message qu'on ne peut pas ne pas entendre. Et lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle, et lorsqu'il s'agit de plus de 2 millions de nos compatriotes qui font ce geste, qui font cet effort d'aller exprimer dans l'urne un message citoyen, je pense qu'il est de notre devoir
d'ouvrir la porte de la reconnaissance à ses électeurs, de nous obliger collectivement, nous les partis politiques, à les entendre, parce que pour l'instant, la non-reconnaissance du vote blanc fait que nous nous interdisons de les voir, nous ne voulons pas savoir qui ils sont, nous les confondons avec ceux qui se sont trompés, et nous dévoyons quelque part ce qui est cet effort. Je crois aussi qu'on ne peut pas, à chaque élection, s'interroger sur la faiblesse de la participation, en tout cas dans un très grand nombre de scrutins, qu'on ne peut pas avoir des hommes politiques qui, sur les plateaux de télévision, le soir, viennent dire « Ah, les Français ne se sont pas mobilisés par ailleurs, ne pas offrir aux Français la capacité de se mobiliser. Croyez-moi, si le vote blanc était reconnu et quand il sera comptabilisé, je suis sûr que beaucoup plus de nos compatriotes iraient voter et que nous pourrions enfin savoir ceux qui ne remplissent pas leur devoir civique de ceux qui veulent exprimer, en remplissant leur devoir civique, autre chose que l'offre que nous leur formatons. C'est tout simplement une évolution très forte de la démocratie. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la capacité de mobilisation des citoyens en dehors des urnes, à l'heure de leur capacité d'exprimer tant de choses, cette avancée que nous vous proposons, que le groupe UDI vous propose, me semble être extrêmement importante, beaucoup plus qu'anecdotique. Elle va dans le sens de plus de démocratie, de plus de reconnaissance de citoyens, de plus d'écoute. Et croyez-moi, et ce n'est pas l'actualité récente qui me démentira, si on veut redonner à la politique toute sa noblesse, il faut qu'on le garantisse aux citoyens que quoi qu'il exprime, nous l'entendrons. Il faut qu'on lui offre d'autres voies que les voies extrémistes pour exprimer un mécontentement ou un rejet. Il faut que nous sachions, nous les partis politiques, regarder en face ceux qui nous disent collectivement que nous n'écoutons plus assez, que nous n'entendons pas, que nous sommes déconnectés de cette réalité. Il faut en chanter, il faut faire vivre la démocratie, il faut avoir la capacité de moderniser nos institutions. Il n'y aurait que les institutions de la République qui ne se moderniseraient pas à l'heure où la vie de nos compatriotes se modernise dans tous leurs outils d'expression et d'échange. Je crois que le débat de ce matin, il doit être à la hauteur de ce qu'il faut qu'il soit, c'est-à-dire un vrai débat citoyen sur la démocratie, sur la façon de la faire vivre et sur cette relation si compliquée entre les élus que nous sommes et les Français qui nous attendent et qui nous regardent. Évidemment, le groupe UDI apporte tout son soutien à cette proposition de loi.